Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Le sommaire, le retrait des formulaires de parrainage en vue de l'élection présidentielle d'avril 2026 se poursuit à la Sénat à la date du 9 septembre 2025. 165 élus ont déjà accompli cette formalité. Des précisions dans cette édition. Les confessions religieuses s'engagent pour des élections apaisées dans le cadre de la présidentielle de 2026. Une décision prise lors d'un séminaire tenu à Cotonou du 2 au 4 septembre dernier. Le terrain d'Akpakpa Dodome a abrité la clôture du 8e tournoi Éduc. C'était le 6 septembre dernier. Bonsoir à tous. À la date du 9 septembre, la Sénat a déjà remis 166 formulaires de parrainage sur les 186 disponibles aux maires et députés. Ce mardi, plusieurs élus se sont présentés au siège de l'institution pour effectuer leur retrait. Leurs impressions recueillies au micro de Romari Tissougo. Je félicite la Sénat pour l'organisation mise en place. Et je félicite l'ensemble des acteurs politiques du Bénin. La réforme du système partisan est en marche. Vous voyez comment la délivrance du formulaire de parrainage est très sécurisée. Très sécurisée. Il faut féliciter le Bénin pour cette avancée. C'est une avancée très notable pour notre système démocratique qui est en marche et qui s'améliore d'élection en élection. C'est une très bonne organisation au niveau de la Sénat. Aujourd'hui, le Bénin, en matière d'organisation d'élections, en matière de réformes politiques engagées, suscite l'intérêt de beaucoup de pays dans la sous-région. Il n'y a qu'à observer l'actualité aujourd'hui auprès de notre père colonisateur pour comprendre que c'est très pertinent la réforme engagée au Bénin. Et c'est l'occasion quand même de féliciter le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa vision qui a vu juste en opérant cette réforme du système partisan. Et à jamais qu'on ne retombe dans les travers du passé. Je me retourne au parti pour les diligences nécessaires, le candidat étant déjà désigné par le parti. Il ne reste qu'à remettre la fiche de parrainage au parti. C'est une démarche qui est très bonne et salutaire. Aujourd'hui, avec le numérique, je crois que le Bénin avance beaucoup. Et ça, c'est à l'actif du président de la République qui vraiment a mis notre pays sur orbite en ce qui concerne les réformes sur le numérique et toutes les avancées et tout le bien que le numérique apporte dans la concrétisation des actes légaux au niveau de notre pays. Donc c'est vraiment une avancée que nous reconnaissons, que nous saluons beaucoup. Ce qui m'a frappé du coup, c'est l'organisation pratique. Franchement, j'ai trouvé ça très impeccable. Et je félicite les autorités administratives qui ont pu mettre cette organisation en place. Donc cela dit, je suis venu retirer ma fiche parce que c'est un devoir citoyen. Je suis venu l'observer. Et j'ai eu ma fiche sans problème, sans difficulté. Comme je le disais tantôt, l'organisation étant parfaite, je n'ai pas du tout eu de problème pour retirer ma fiche. Je remercie tout le monde pour ça.
Réunis à Cotonou du 2 au 4 septembre dernier, plus de 400 délégués issus des différentes confessions religieuses du Bénin ont pris part à un séminaire sur le rôle de la religion dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Au terme des travaux, des recommandations fortes ont été formulées pour accompagner les élections générales de 2026. Ils ont notamment appelé la classe politique à placer le Bénin au-dessus des intérêts partisans, à se soumettre aux lois de la République et à bannir toute forme de violence verbale ou physique. Et dans leur communiqué final, les confessions religieuses ont recommandé une rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi, et ce afin de renforcer l'unité nationale. En outre, les leaders religieux ont proposé, après les élections 2026, la tenue d'assises nationales inclusives pour évaluer le processus démocratique et envisager des réformes. Une vingtaine d'étudiants en fin de formation en master en cycle d'ingénieur agronome a soutenu à la faculté des sciences agronomiques, et c'était le lundi 8 septembre 2025. Plusieurs thématiques ont été abordées avec des variétés de mentions. Le reportage est signé Anaël Dourou. Le jury que je préside a accepté le travail et lui confère le grade d'ingénieur agronome avec la mention très bien. Démarrage des soutenances pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome et de master en sciences agronomiques à la faculté des sciences agronomiques FSA. Ce lundi 8 septembre, les différents impétrants ont planché sur plusieurs thématiques reçues par les membres des jurys avec pour la plupart des mentions très bien. J'ai travaillé sur les plateformes d'innovation. Je suis très heureuse parce que j'ai eu le soutien de mes amis, de ma famille. Les voir réunis dans la salle, ça m'a procuré une grande joie. Et j'ai eu la mention très bien, les félicitations du jury. C'est vrai que je l'espérais un peu, mais l'entendre de la bouche du président, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai travaillé sur les cailles, plus précisément sur la performance de croissance et de porte de 3 variétés de cailles élevées au Bénin. Bon, après la soutenance, j'ai eu la mention très bien. Des thématiques d'actualité et pertinentes ont été abordées par les apprenants. Ceci témoigne de la qualité de l'enseignement à la FSA. De la formation d'ingénieur agronome qui a été réintroduite après la réforme de LND, on nous montre effectivement qu'on a raison d'avoir réintroduit cette formation pour exiger encore mieux des étudiants, parce que les défis d'aujourd'hui nécessitent des gens suffisamment motivés et suffisamment aguerris. Il faut savoir que les étudiants ne travaillent pas seuls, ils sont encadrés par des enseignants et par des praticiens du monde rural. Donc le niveau s'améliore, mais nous devons continuer par travailler et continuer par exiger plus de nos étudiants. Donc c'est très très important. Donc c'est le message que j'ai à passer au niveau de la jeunesse. Des impétrants désormais ingénieurs qui sont satisfaits de leur parcours. Quant aux parents, la joie et la reconnaissance sont au rendez-vous. Je suis très content parce que d'abord c'est un domaine qu'on ne trouve pas beaucoup de femmes. Et quand on parle d'agronomie, bon, enfin les gens pensent que c'est un métier salissant. Et les femmes dévient souvent. Et puis bon, donc je suis très content parce que c'est une fille qui veut embrasser cette branche qui est une branche de l'avenir. Et on va l'accompagner davantage pour aller au doctorat. Elle est vraiment félicitée. Mina dokuni surtout min dokun ma ubero tobo dokuni. Bon ena bénéfice ena doulé ndé azoilo de ekplo ena doulé ton. Ena doulé ton kaka ipipoume. Bona gang daro ena douka bo ministre debe. Plus d'une vingtaine d'impétrants ont planché pour ce premier jour de soutenance. Plusieurs autres vont suivre les jours à venir. Les véhicules à bras pousse-pousse et charrettes ne sont plus autorisés à circuler sur les grandes voies asphaltées ni à occuper les trottoirs. La décision a
été prise et déjà en application s'inscrit dans la volonté des autorités de fluidifier le trafic et de renforcer la sécurité en milieu urbain. Et à cet effet, la police républicaine a entamé le retrait systématique de ces engins des zones interdites. L'objectif est double: désengorger les trottoirs et améliorer l'esthétique urbaine tout en protégeant piétons, cyclistes et automobilistes. La police républicaine invite à cet effet les citoyens à accompagner cette décision dans la dynamique afin de bâtir des villes plus sûres, plus propres et mieux organisées. Autre information dans cette édition, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, est allé à la rencontre des acteurs agricoles de Basila, Bantek, Kobli, Materi et Tonguieta. C'était lors de sa tournée du 3 au 6 septembre 2025. Objectif: faire le point de la campagne en cours et écouter les préoccupations du terrain. Les séances ont permis aux acteurs agricoles de soulever plusieurs difficultés. Il s'agit entre autres des pluies irrégulières, l'accès limité aux semences, à l'engrais. À cela s'ajoutent des problèmes de financement, le manque de formation pour les transformateurs et conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les participants ont à la même occasion saluer les efforts du gouvernement, notamment les subventions sur les intrants, les prix les prix accessibles pour les plants performants et les facilitations à l'accès au crédit. Face à ces préoccupations, il faut noter que le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, a rappelé que l'agriculture reste le socle de l'économie nationale et que le gouvernement mobilise d'importants moyens pour soutenir les producteurs, ce malgré les défis climatiques et structurels. On parle de musique dans cette édition de culture. Plutôt, la musique béninoise continue d'écrire son histoire malgré les difficultés et le manque de soutien. Néanmoins, elle est caractérisée par sa richesse et sa diversité, mêlant les rythmes traditionnels aux influences modernes comme l'afrobeat, le hip-hop. Reçu par Abdelkader Achirou sur l'émission La Spéciale de Zaï TV, Robert Braza, journaliste et animateur, s'est prononcé sur l'état actuel de la musique béninoise. On l'écoute. Je ne suis pas médecin. Je me suis levé et je suis arrivé en écoutant d'ailleurs le morceau de King First to the First King en featuring avec Pepe Oleka et d'écoutant ce que Faniko m'a envoyé, le Waka Waka, son dernier single. Et ça m'a plu. Et j'étais très heureux d'écouter ces morceaux. Mais en même temps, l'instant d'après, j'écoutais Romé Vonan, extrait de l'album d'Africando. Et ça ne me gênait pas. Donc le diagnostic, pour moi, il est positif parce qu'au Bénin, on n'a pas jeté toute l'eau du bain avec les gens qui étaient à l'intérieur pour en mettre un nouveau. Les deux cohabitent. Simplement, il faut savoir que les médias, et j'en reviens à leur responsabilité, ont aussi cette urgence de pouvoir, à un moment donné, savoir équilibrer. Chacun a sa ligne éditoriale. Pour moi, le diagnostic, il est bon parce que le Béninois et la Béninoise ne s'oublient pas. Il y a beaucoup d'autres pays où c'est très tranché. Aujourd'hui, vous allez à Lagos, vous allez à Djegunle, vous allez à Ikeja. Qui va écouter du King Sunny Adé? Qui va écouter les Ramblers avec Jerry Hansen? Tout le monde va être en mode, évidemment, de la scène avec Davido et de tout ce qui se fait de nouveau, de Yemi Alade. Mais moi, j'écoute beaucoup moins de morceaux du Nigeria d'avant quand je suis au niveau du Nigeria. Mon regret souvent à Abidjan est de dire, on est à Abidjan, les chaînes consoeurs dont je ne citerai pas le nom sont vraiment à chaque fois dans du 100% jeune. Il y a des moments où il faut tendre l'oreille pour écouter du Bass Pinto. Je suis arrivé ici et puis j'ai écouté Anomé avant-hier de Bass Pinto. C'est étonnant. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté sur une FM ivoirienne. Donc ça veut dire que le Bénin, de ce côté-là, est particulier, comme le pays voisin l'est. Donc le diagnostic, pour moi, il est, avec mon exigence d'homme de médias, de continuer à laisser tout cela en équilibre et de ne pas oublier quelqu'un. Mais c'est très dur, parce que les douans comme Ragbé, mon douan Sagbouan, ne se laisseront pas marcher sur les pieds. Message est un album magnifique. C'est un album qui, pour moi, est en avance même sur son temps. Pourtant, on pourrait dire que Pépé Sagbouan, comme disait la jeune artiste Carmel, que j'ai découvert, qui a une voix exceptionnelle, je l'ai découvert avec Sergent Marcus. C'est-à-dire que tout ce monde-là est là, et il y a à boire et à manger pour tout le monde.
Et ce diagnostic-là, pour moi, il est porteur d'espoir. Donc, il y a aussi à un moment donné l'effet plaque tournante. Chaque pays a son histoire. La Côte d'Ivoire était une plaque tournante, elle le demeure, comme d'autres pays l'ont été. Et c'est ce qui donne l'impression, quand on est ailleurs, de se dire, il y en a que pour la rumba congolaise, il n'y en a que pour l'afrobeat tel qu'il appelle au Nigeria. D'ailleurs, moi, je ne suis pas contre. Donnez-moi 10 noms de la scène nigériane actuelle. Vous allez tourner en rond. Parce qu'en fait, ils solarisent en faisant une promotion, une rotation, heavy rotation, heavy playing. C'est-à-dire, ils en mettent jusqu'à ce que vous le connaissiez comme les versets du Saint-Coran, de la Sainte Bible. Mais aujourd'hui, à nous de sortir nos griffes, à nous d'exporter cette musique. Mais comment l'exporter? Alors, pas forcément un coup de clip. Chalut, mes amis de Trace, qui sont là et qui nous regardent, et qui, à un moment donné, carton rouge, ont imposé aux gens de faire 3 minutes de clip avec un format où les bimbos devaient sortir de la voiture, où tout le monde devait avoir des voitures de luxe. Zénab a fait le medley Bolodjo. Ça fait 9 minutes. Et tu as raison, et je la salue. Et le morceau a marché au-delà des frontières. Elle a même été appréciée au Congo. Donc, affirmer cette musique, c'est avoir des pisteurs, des géotrouve-tout, qui vont dans les festivals. C'est ce qui fait que la musique malienne, burkinabé d'ailleurs, triomphe. Il y a des gens qui vont dans les festivals, qui vont au niveau des marchés. Pour y accéder, c'est quand même totalement complexe. Attendez, il y a quand même aussi... le système de parrainage. Mais non, on parle du Massa à Abidjan, mais après, tous les festivals, visa, etc. et tout, il faut aller. Il y a des gens, je veux dire, le ministre de la Culture et du Tourisme, donc Jean-Michel Abimbola, que je salue d'ailleurs, a suffisamment de gens d'ailleurs dans son cabinet pour aller au sein des festivals, s'asseoir et dire, voilà, nous vous proposons une playlist d'artistes du Bénin. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a retenu ses candidatures pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Parmi ces candidatures figure celle du président sortant Alassane Ouattara qui brigue un quatrième mandat et celle de Jean-Louis Billon ou encore de Simone et Yvette Gbagbo. Et le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures à 2 des principaux partis d'opposition, Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. Au micro de Nasserine Fatoumbi et Francis Ami, l'éditorialiste et analyste politique Vianney Hassani se prononce sur les réelles raisons de ce rejet. Le grand débat sur la possibilité ou non que le président sortant, le président Alassane Ouattara, puisse se présenter à nouveau à l'élection présidentielle est un débat qui date déjà d'il y a plus de 5 ans, puisque je dirais la pertinence politique et juridique de cette candidature, de ce débat, date donc du moment où il a postulé à un 3e mandat, après en avoir exercé 2. Et sachant que avant ce mandat, il avait été dit à plusieurs reprises que, avant ce 3e mandat, il avait été dit à plusieurs reprises que, bien sûr, la modification de la constitution ivoirienne n'incluait pas ou n'entraînait pas directement la possibilité ou la volonté pour le président Alassane Ouattara de se présenter à un 3e mandat. À ce moment-là, nous étions un peu avant 2020, mais on a vu comment les choses se sont passées et finalement le président Alassane Ouattara s'est présenté à l'élection de 2020 pour un 3e mandat. Il a été élu et donc il vient d'exercer ce 3e mandat qui arrive à terme. Et donc à partir du moment où le 3e mandat a été exercé, dans le cadre d'une nouvelle constitution, on ne peut pas se poser la question juridique et politique d'un 4e mandat. Et donc sur ce plan, ce débat est plus ou moins fort clos. Après, on peut se poser la question de la pertinence politique absolue. Est-ce que à partir du moment où il y a eu ce débat-là pour le 3e mandat et que malgré tout, il a exercé, est-ce qu'il est décent politiquement et démocratiquement qu'il exerce encore un 4e mandat alors que son âge est bien avancé? Voilà, on peut se poser la question sur ce plan-là, on va dire, d'une certaine manière, sur le plan de l'éthique politique, de l'éthique démocratique. Mais sur le plan juridique, c'est un débat qui est plus ou moins fort clos. Cela dit, on peut dire que la décision du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, qui valide 5 candidatures à l'exclusion de 2 candidatures majeures qui sont celles de l'ancien président Laurent Gbagbo et
du président du PDCI, Tidjane Thiam, était une décision plus ou moins attendue. C'est une décision qui ne surprend pas parce que le processus d'exclusion de ces deux hommes politiques majeurs était en cours depuis plusieurs mois, au point où le président Laurent Gbagbo a fait plusieurs interventions qui étaient menaçantes, au point où le président du PDCI, M. Tidjane Thiam aussi, de son exil, puisqu'il est pratiquement en exil depuis quelques mois, a fait aussi plusieurs interventions dans lesquelles il soulignait le fait que ce serait vraiment un déni de démocratie que d'invalider sa candidature, de l'exclure de cette course à l'élection présidentielle. Donc c'est une décision qui était plus ou moins attendue, qui n'est pas une grande surprise, mais c'est une décision qui a de lourdes conséquences politiques potentielles pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour l'apaisement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Suivons à nouveau l'éditorialiste et analyste politique Vianney Hassani qui se prononce à présent sur les réels enjeux de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les présidentielles sont vraiment des enjeux de paix, ce sont des enjeux de perspective pour le pays en termes de climat politique, parce qu'on sait que c'est un pays qui a connu des soubresauts depuis près de 30 ans maintenant, largement plus de 25 ans, des crises majeures politiques. C'est un pays qui a connu une rébellion, qui a connu la guerre. Le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir dans des conditions difficiles. Laurent Gbagbo a exercé ses deux mandats qu'il ne reconnaît pas comme étant de vrais mandats, exercés en tant que tels dans un cadre constitutionnel sérieux, puisque au cours de ces 10 ans de présidence, il a connu la rébellion, etc. Mais en tout cas, il a exercé son pouvoir dans des conditions très difficiles. Donc c'est un pays qui a connu de nombreux soubresauts politiques au cours des 25 dernières années. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si, avec la tension que génère l'exclusion de deux candidats majeurs comme Laurent Gbagbo, qui estime qu'à partir du moment où Alassane Ouattara a la possibilité de se présenter pour une 4e fois, lui-même aujourd'hui devrait avoir cette possibilité politique, et Tidjane, qui est un jeune candidat ou un nouveau candidat à l'élection présidentielle, mais qui a aussi un parcours, une crédibilité technique et politique à se présenter, a été exclu. Eh bien, est-ce que ces partisans vont accepter la chose voilà, sans coup férir? Voilà donc la problématique qui se pose en Côte d'Ivoire. Et donc c'est réellement une problématique de paix, de transparence électorale, etc. Et donc c'est sur ce plan que la Côte d'Ivoire va devoir trouver des solutions pour que le pays puisse continuer à évoluer dans de bonnes conditions et vers l'apaisement, et se concentrer sur son... En France, le sort du désormais ancien Premier ministre français François Bayrou était scellé depuis lundi soir avec seulement 194 suffrages favorables contre 364 opposés et 15 abstentions. Bayrou n'a pas réussi à franchir l'épreuve décisive du vote de confiance avec survêt. Il est devenu le premier chef du gouvernement de la 5e République renversé à ce stade de la procédure. Agapit Napoléon Maforican, chroniqueur politique et consultant média, s'exprime sur cette décision. Des députés de l'Assemblée française, il s'exprime au micro de Francis Fahmi, Nasserine Fatoumbi. Disons que la situation créée par la motion de confiance qu'il a demandé, parce qu'en réalité, c'est un discours d'orientation générale au thème duquel il devrait avoir le vote de confiance. C'est-à-dire qu'il présente ses options pour la France. Et donc, les parlementaires lui donnent acte par ce vote de confiance. Ce qui fait que les forces politiques en présence en France, aujourd'hui, au Parlement français, à l'Assemblée nationale, pour être précis, ne lui permettait pas d'avoir cette confiance. Autrement, nous sommes en plein dans la 5e République française, par un discours d'orientation générale et le vote de confiance qui devrait suivre. Or, cette constitution est ébranlée depuis que
on a commencé par ajouter des nuances, comme la cohabitation. Depuis qu'on a commencé par mettre des nuances, en 86, en 93, en 2017, ici le métro, en 2017, ce sont les moments où la France a connu la cohabitation. Or, la cohabitation, c'est quoi? C'est un mécanisme qui traverse la Cinquième République française. Parce qu'elle ne met plus en cohésion le Premier ministre, chef du gouvernement, qui détient son pouvoir et sa légitimité du Parlement en vertu de la majorité parlementaire, et le président de la République qui est légitimé par le vote des Français. Donc, il y a un équilibre qui n'est plus assuré et il y a deux pôles de légitimité lorsqu'on est en cohabitation. Mais nous avons évolué avec l'arrivée de Macron. L'arrivée de Macron a érodé le centre, a élargi le centre vers les extrêmes, si bien que la marge de manœuvre de ceux qui ne sont pas d'accord avec Macron se retrouve au niveau des extrêmes. L'extrême droite avec Marine Le Pen, l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, au moment où Macron prononçait la dissolution de l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'1 an, au thème des européennes, des élections européennes, il pensait consolider la courte majorité relative qu'il avait. Mais ça a exacerbé la fragilisation du système. Je dis tout ça parce que c'est pour expliquer que ce qui s'est passé ce lundi 8 septembre n'était pas anodin et que M. Bayrou est parti presque comme il est arrivé. C'était Michel Barnier qui a perdu la motion de défiance, enfin, qui a été frappé par une motion de défiance. Ici, c'est une motion de confiance. Donc, mais dans les deux cas, c'est un vote sanction de l'Assemblée nationale française qui les sort. En clair, nous sommes dans une nouvelle crise. Hein, une crise de légitimité, une crise de pouvoir, une crise de repères que les Français devront pouvoir jouer et gérer, notamment le président Macron. On parle toujours d'actualité hors de nos frontières. Là, en Éthiopie, après 14 ans de travaux, le pays a officiellement inauguré ce mardi son grand barrage de renaissance Gerd sur le Nil et il est présenté comme le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique et une grande réussite pour toutes les populations noires, a célébré le Premier ministre éthiopien malgré les tensions générales avec les pays en aval. L'Égypte a réagi en adressant une lettre de protestation au Conseil de sécurité des Nations Unies, qualifiant le Gerd de mesure unilatérale violant le droit international. Autre information de nos frontières, la Cour suprême de Thaïlande a ordonné ce mardi l'envoi immédiat en prison de l'ancien Premier ministre et figure de la vie politique nationale Thaksin Shinawatra afin qu'il lui purge une peine d'1 an d'emprisonnement. La Cour va émettre un mandat de dépôt et un responsable de la prison de Bangkok va l'emmener, à décider la Cour suprême selon l'arrêt lu à l'audience. Actualité sportive à présent. La 8e édition du tournoi EDUC a connu son épilogue le samedi 6 septembre à Cotonou sur le terrain d'Akwakwa d'Odomé et au terme de la compétition, tous les participants sont repartis avec des fournitures scolaires. Le point signé Anaël Dorou. Ainsi s'achève la 8e édition du tournoi EDUC, compétition de football à l'orée de la rentrée. Cette initiative qui a rassemblé 12 équipes lutte contre la délinquance juvénile et rappelle aux enfants l'importance de l'école. La 8e édition, nous l'avons lancée ce matin sur le terrain d'Akwakwa d'Odomé. Tout s'est bien passé. Nous avons très bien fini. Nous avons clôturé la 8e édition. Nous avons rendez-vous par la grâce de Dieu à la 9e édition. Nous avons au total 200 enfants, on attendait 300 enfants, mais au final, nous avons eu 200 enfants. Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème majeur, rien. Et je rends grâce au Seigneur parce que nous l'avons bien terminé.
Chaque enfant doit partir avec un kit scolaire. Voilà, c'est l'objectif. Et nous profitons pour éduquer les enfants. Nous profitons pour dire aux enfants que l'école et le football vont de pair. Voilà, c'est ce qui montre le geste des carrés que vous avez vus, des footballs scolaires que vous avez vus. TSB, ASMB, CEFAC Club, Superstar, New King, BioFood, Ramsès, Génération Foot, PFFA, Cefos, Abisport et A2S ont brillamment défendu leur place. À la fin, c'est CEFAC Club qui remporte le Graal au détriment de PFFA au tir au but. Nous entendons aussi le trophée ne compte pas, mais nous voulons le faire play du match. Et avec ce que les enfants ont joué, alors nous sommes tellement fiers. Et nous remercions également le promoteur. Et par rapport à cette initiative, vraiment c'est une bonne initiative. Si vraiment nous invitons nos différents encadreurs et nos différents dirigeants ici présents sur notre peuple béninois, alors de nous aider et d'encourager ces petits, parce que c'est la formation à la base. Vraiment, ça va encore encourager les enfants à plus jouer. Une compétition qui a ravi les participants. Chaque équipe a reçu des fournitures scolaires pour l'ensemble de ses joueurs. Les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens et meilleurs buteurs sont repartis avec des sacs, kits scolaires et bien d'autres lots. La 8e édition du tournoi Éduc, tournoi réservé aux U13, s'achève ainsi et laisse place aux perspectives pour la prochaine édition. Dimanche dernier s'est tenue la phase finale de la 2e édition du championnat national de kickboxing. Devant un parterre d'autorités et d'invités, les athlètes ont démontré leur talent et leur savoir-faire. Le reportage avec Francis Fahmy. C'est la phase finale de la 2e édition du championnat national de kickboxing au Bénin. Ici, les athlètes se défient dans diverses catégories pour la conquête du Graal. La fédération gagne le pari. Cette 2e édition du championnat national de kickboxing et disciplines associées s'est passée vraiment tel qu'on le souhaitait. Et tout s'est vraiment bien passé, de manière à ce que tous les athlètes, même ceux qui ont perdu, sont contents parce qu'ils ont quand même pu mesurer leurs muscles pour savoir que le travail qui a été fait pendant toute une année, c'est aujourd'hui que ça a été concrétisé. L'autre défi relevé par le président de la Fédération béninoise de kickboxing concerne la mise en place d'un environnement sécurisé pour le déroulé de la compétition. Je n'ai pas eu de dégâts, parce que c'est la seule chose dont j'ai peur, malgré toutes les dispositions d'assurance, de médecins et tout ça. Dès lors que personne n'a eu de blessure, je crois que c'est la première de mes satisfactions. Pour les athlètes, la compétition a été le moment de se mesurer les uns aux autres. La compétition en général de mon côté s'est bien passée et je n'avais pas d'adversaire parce que dans ma catégorie de poids, il n'y a pas de dame. J'ai dû faire un combat d'exhibition avec une athlète qui était moins lourde que moi. Donc ça s'est bien passé, il n'y avait pas de gagnante ni de perdante. Mais j'ai quand même essayé de mettre en application ce que j'ai appris à l'entraînement. Comparativement à l'année passée, c'est clair que le niveau a augmenté au niveau de chaque athlète. Et c'est un plaisir pour moi de faire le constat. Et je pense que les années à suivre, ça va encore mieux se passer au niveau de chaque athlète. La 2e édition du championnat a compté parmi ses invités des personnalités et autorités telles que les présidents des fédérations béninoises de karaté-do et de boxe, mais également une délégation du Comité national olympique sportif du Bénin, CNOSBEN. En matière de conditions physiques, nos champions doivent encore travailler, davantage travailler. Parce que quand vous prenez le kickboxing, le cardio, on ne badine pas avec ça. L'agilité, l'habileté, l'orientation spatio-temporelle. Il arrive des moments où vous donnez un coup de poing, vous perdez votre équilibre. Ce championnat national, organisé par la Fédération nationale, est l'occasion de préparer les athlètes à la compétition africaine prochaine. Pendant cette 2e édition, il y a eu plus de progrès par rapport à l'année dernière. Et au niveau de chaque catégorie, que ce soit les cadets, les juniors, les seniors, il y a eu une évolution quand même, voilà, un bon progrès, voilà, et on espère mieux. Parmi les combattants, il y a ceux qui sont actuellement en camp d'entraînement pour participer à la Coupe d'Afrique de kickboxing qui aura lieu en Égypte du 1er octobre au 6 octobre prochain.
Les regards sont désormais tournés vers les prochaines compétitions internationales. Dernière actualité sportive dans cette édition, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou a vibré le 6 septembre dernier au rythme de la phase finale du championnat national de taekwondo. Devant un public enthousiaste, les athlètes se sont affrontés avec ardeur dans l'espoir de monter sur le podium, de décrocher les précieuses médailles et de représenter le Bénin sur la science africaine et continentale. Le reportage est signé comme l'Anquentin Amoussou, Arnaud Bouillon. Des duels empreints de technique, de détermination et de démonstration. Environ 300 athlètes rivalisent d'ardeur pour conquérir 36 titres nationaux en Kyorigi et 6 en Pomsei à la phase finale du championnat national de taekwondo 2025. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de détecter comme à la coutume les talents, les meilleurs athlètes, les athlètes qui sont techniquement au point, qui ont de la combativité, qui ont un mental de gagnant, de vainqueur. Je sais que tout ceci va se dérouler autant que vous, dans un esprit purement sportif, pour que triomphe la qualité. Pour cette 40e édition, les participants ont combattu dans plusieurs catégories. Les compétitions de combat se dérouleront dans les catégories classiques, les cadets à 14 ans, juniors 15 à 17 ans et seniors 18 ans et plus. À l'issue de ce championnat, les meilleurs athlètes seront retenus par catégorie pour constituer la sélection nationale de taekwondo lors des prochaines rencontres internationales. Présent à cette compétition, le président du Comité national olympique du Bénin a félicité la fédération pour les conditions mises en place dans le cadre du déroulement. Vous ne trouverez sur aucune table ce que vous voyez là. C'est l'appareil qui enregistre directement et beaucoup d'autres dispositifs que vous voyez aujourd'hui. Monsieur le Président de la Fédération, félicitations. Je souhaiterais donc que vous, jeunes, sur qui le pays compte énormément, de plus, pensez vos résultats pourraient connaître quelques défaillances que ce soit, parce que c'est des résultats qui seraient dictés directement des appareils que vous voyez installés devant. Le public a assisté à des combats spectaculaires dans toutes les catégories. À l'issue de ce challenge, chez les hommes, Romaric Kiki est champion dans la catégorie senior masculine, moins de 87 kg, et Camille Huenou est médaillée d'or, moins de 55 kg chez les dames. La fédération va sélectionner les meilleurs athlètes pour représenter le Bénin sur la scène africaine et internationale. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.